nous sommes conscients que le commerce informel de façon générale, sans même aller d'abord au niveau du commerce informel transfrontalier, ça fait partie de la réalité de notre économie. C'est ça nos activités. Et monsieur Edwin, le premier jour, quand tu proposais des chiffres ici, des 25 à 75% selon nos différentes activités se trouvent presque dans l'informel. Et en même temps, l'emploi. Vous imaginez qu'est-ce que cela signifie? C'est comme, je n'ai pas envie de dire que notre économie est informelle ou sous-informelle, mais en tant que telle, une bonne partie des activités économiques dans notre sous-région est dans l'informel, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau transfrontalier. Donc, c'est à ce titre, quelque part, au niveau régional, les décideurs ont compris, il faut quelque part faire quelque chose, initier un programme dans ce sens-là. Nous sommes partis d'abord par faire une étude, comme on a appelé la rationalisation du commerce informel. Chacun de vous aussi le sait, dans son pays, même au niveau du gouvernement, je me rappelle que dans certains pays, à certains moments, il y a eu des ministères qu'on appelait les ministères en charge de l'économie informelle. Vous vous rappelez de ça bien? Pour vous dire à quel point il y a eu une importance capitale. Et je sais que Dakar, au Sénégal, vous étiez un champion à la matière. Au Burkina, vous étiez un champion à la matière. Au Mali, n'en parlons pas. Donc, ceci étant, c'est ça la réalité de notre économie. Certes, l'économie informelle apparaît souvent par opposition à l'économie formelle, que nous connaissons tous. C'est que les patrons qui sont là, assis ici, là, comme monsieur le président a l'habitude de l'appeler le modélé. Je parle de Timothée. L'économie formelle, ce qui se passe au niveau du commerce et de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui est chiffré fondamentalement et ce qui est vu ailleurs. Voici la balance de commercial par rapport à tel pays avec le prix. Mais la réalité de chez nous est tout à fait autre chose. D'où alors là, de partir de la rationalisation de ce commerce informel et faire sortir un programme relativement pour adresser au niveau, faire en sorte que comment tirer le maximum de potentiel par rapport à cette économie formelle. Imaginez-vous, 75% de l'emploi, les vraies activités sont dans ce domaine-là. L'économie informelle est arrivée en tant que telle chez nous, ce n'est pas parce qu'on veut être informel, mais ça s'impose. Et quand ça s'impose à l'emploi, à la survie, donc il faudra adresser des politiques conséquemment. Et c'est pour cela, de l'étude de la rationalisation du commerce informel, nous sommes arrivés maintenant à tirer un programme sous-jacent que nous avons appelé des programmes d'appui à la régulation du commerce informel, qui s'appelle PARSI. En anglais, on appelle ITRSP, Informal Trade Regulation Support Program. C'est à partir de ce document-là maintenant que pas mal d'activités que nous avons tenté de faire. Rationalisation du commerce informel avec l'approche suivante. Ne pas diaboliser le commerce informel, parce que c'est notre réalité économique. Par opposition à ce qu'est l'économie formelle, comment faire en sorte que maintenant on peut tirer la potentialité de cette économie informelle, donner les appuis nécessaires en tant que tel, formaliser autant que possible ce qui est formalisable, ne pas confondre avec ce qui est trafiquant, ce qui est économie souterraine, ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle des terroristes, ne pas confondre avec ceci. Mais quand nous parlons du commerce, nous voulons parler du commerce licite, légal, qui se fait de façon informelle, mais que l'on peut appuyer maintenant pour donner vraiment l'ascenseur à ce qui vraiment vient en appoint pour développer l'économie. Donc, c'est ça le parti, le programme d'intégration du commerce informel. Et là, les différents, comme on appelle, les résultats attendus par rapport à ce programme, il y a des composantes qui ont trait. Dans un premier temps, si on parle beaucoup plus du commerce informel transfrontalier où vous êtes suffisamment interpellé, mais nous savons que la majeure partie de l'économie informelle se trouve au niveau national. Vous êtes d'accord avec moi? C'est au niveau national qu'ils sont avant tout. Les gosses, Nigeria, vous prenez avec ses 200 millions d'habitants. Il y a à peu près 70% qu'on appelle cette population qui sont dans l'informel. Près de 70% à peu près de 200 millions d'habitants, combien ça fait? C'est la première économie ouest africaine. C'est la première économie africaine selon les statistiques officielles au Nigeria. Et il y a 70% ce qu'on appelle des bras valides de notre économie africaine qui se trouve à ce niveau.
Généralement, vous voyez là où on prête attention à l'économie formelle, qu'est-ce qui est exporté, qu'est-ce qui est importé, etc. Donc, faisons en sorte que vraiment, comment valoriser fondamentalement ces potentiels, comment donner l'appui nécessaire fondamentalement à l'économie formelle et l'économie informelle, faire en sorte que le maximum maintenant de ce bras valide d'activités économiques, d'initiatives, la créativité qui sont à ce niveau maintenant, peuvent être valorisées et développer, donner vraiment de la valeur ajoutée. Et fondamentalement, on voit ce qui se fait là-bas, c'est des travaux qui se font avec matière première. Alors là, comment les soutenir? Donc, tout ce programme-là maintenant, relativement par-ci, est adressé au commerce informel et avec des pans maintenant relatifs au commerce informel transfrontalier. À ce niveau, mais il faudra savoir maintenant qui les fait, comment les fait, quelles sont les activités qui sont de la manière, quelles sont les filières qui sont dedans. Et là, nous sommes arrivés à stratifier tous ces éléments. En chiffres maintenant, comment le faire? Donner maintenant un contenu chiffré. C'est à ce titre vraiment que vous et moi, on s'est beaucoup rencontrés depuis bientôt 4 à 5 ans, avec un travail qui avait commencé, faire en sorte maintenant là, donner maintenant un contenu chiffré par rapport à ce que nous faisons au niveau du commerce transfrontalier. Et au niveau du commerce transfrontalier, statistiquement, je me rappelle, il y a de cela peut-être 7 à 8 ans quand on avait fait l'étude officielle sur la balance des paiements et du commerce entre le Bénin et le Nigeria. Vous imaginez bien, officiellement dans les statistiques formelles, qui peut me donner un chiffre en pourcentage dans la balance des paiements? Oui. Formel et informel, non? Non, non, non. De façon formelle, officielle. Quels étaient les chiffres statistiques qui se trouvaient entre la balance commerciale entre le Bénin et le Nigeria? Moi, je donne 35%. Vous dites ça. Il y avait 1% dans la balance formelle. Les statistiques officielles mentionnaient 1%. Qui ne sait pas le trafic qui se passe entre le Bénin et le Nigeria? Qui n'a pas été assez craqué pour voir? Mais les statistiques officielles mentionnaient encore en 2012, 1%. Vous voyez là jusqu'à quel point vraiment on était réellement au-delà des réalités économiques de notre sous-région. Et ce sont ces chiffres-là qui vont ailleurs. Et ce sont ces chiffres-là, comme le disait l'autre jour, sur la base de ça, on prend des décisions adressées à nos économies, adressées à nos États. Monter des projets. Monter des projets qui ne répondent pas à nos réalités. Donc, à partir de là, d'abord, le niveau du commerce intrarégional est évalué presque entre 10 et 12%. Autrement dit, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous échangeons entre nous seulement à concurrence de 10-12%. Et on est conscient que ça aussi c'est du faux. Ça ne correspond à aucune réalité. Et déjà sur la base des travaux que j'ai effectués, avec vraiment vos labeurs maintenant, ce que vous avez eu maintenant à collecter comme données pendant presque 10 ans, avec l'appui de l'USAID, Franck qui a pris l'appui maintenant, de 2010 à 2020, seulement pour les produits agricoles dont au moins il y a eu des possibilités de collecte des données avec la stratégie et les dispositifs existants. Nous sommes arrivés à démontrer les chiffres, après toute correction faite, les statisticiens étant là, les instituts scientifiques étant là à la base, tout ce qui est doublon à lever, ce qui existait au niveau formel, ce qui n'existe pas maintenant là, sur 157 produits codifiés que vous récoltez, seulement pour les produits agricoles, sans l'ensemble de tous les corridors dynamiques. Nous sommes arrivés à démontrer que le volume du commerce intrarégional, ne serait-ce que seulement pour ces quelques produits agricoles, formels et informels, nous avions quitté de 16% à 20%. Et sur les statistiques officielles, la valeur enregistrée est presque quelque chose comme 500 millions de dollars qui ne sont pas enregistrés dans la balance des paiements. Pour seulement ces quelques produits. Donc je répète, imaginez-vous que l'ensemble des corridors dynamiques, là où passent ces produits, et tous les produits agricoles et non agricoles, et qu'on arrive à recenser, codifier, ajouter sur l'informel sur le formel,
Vous allez comprendre réellement que nous ne commerçons pas entre 12 et 14%, parce que nous commerçons aux environs entre 35 et c'est ça, entre 35 et 45%. Le processus d'intégration, pour qu'il soit viable en tant que tel, on dira, au niveau européen, ils sont à peu près à 75-80%. Timothée, tu me corrigeras, relativement, le commerce intrarégional au niveau européen. L'Afrique de l'Ouest nous allons nous trouver presque à la 10e place dans le cadre du processus d'intégration régionale, les économies qui sont intégrées à travers le commerce intrarégional. Mais malheureusement, les chiffres officiels ne peuvent pas le prouver, ce que nous avons là. Tant que nous n'arrivons pas maintenant à asseoir correctement cette méthodologie maintenant et faire valoriser maintenant, c'est déjà valorisé, adopté par les directeurs en charge des statistiques, pour démontrer vraiment, voici réellement maintenant comment nous commerçons. Maintenant, pour en venir maintenant à l'aspect, mais il faudra que ce commerce intrarégional se fasse dans les règles de l'art. Nous avons besoin de ce qu'on appelle ces collègues-là qui sont là avec nous. Comment faciliter davantage? Vous avez passé ces 2 jours à parler un peu de vos peines quand vous conversez. Ça paraît peut-être plus ou moins, il y a des difficultés, il y a des contraintes. Ça veut dire quel qu'en soit, s'il y a des difficultés, il y a des contraintes, il y a à faire mieux. On n'arrive pas à faire cette facilitation des échanges. Cela se fait souvent à travers des contraintes de corruption. Cela se fait souvent à travers de tout genre d'harcèlement. Malgré qu'au niveau régional, les dispositions législatives existantes donnent à suffisance dans le domaine où vous êtes, parce que vous êtes au niveau du produit du cru, que déjà au niveau régional, on a eu à penser, dire que tout ce que nous produisons, fait sur la base de notre matière première, les produits du cru, la CEDEAO a commencé avec ça. Le premier outil mis en place au niveau de la CEDEAO a été le schéma de libération des échanges. On n'arrive pas à les appliquer au niveau national. On n'arrive pas à les appliquer au niveau de frontières. Et c'est pour cela que vous en souffrez. L'application, ce qu'on appelle des dispositions réglementaires régionales, c'est qui? C'est les États. Ça aussi, ce sont des lois. N'oubliez pas, mon président passe tout son temps à m'interpeller. Nous ne sommes que des esclaves. On n'est que des ouvriers. La commission de la CEDEAO, c'est un grand nom. Mais le pouvoir est toujours dans les mains des États. Leur souveraineté en tant que telle, ils ont juste lâché une petite partie. Mais ils s'accrochent toujours. Celui qui l'a maintenant en tant que tel, un jour décide, voilà, faire sortir une décision au niveau des frontières, faire ceci. Et la facilitation des échanges, des transactions commerciales maintenant, commerciales du moins, ont des problèmes. Et vous en souffrez. Et ça descend jusqu'en bas. Et par la suite, maintenant, pour vous en sortir maintenant, vous êtes obligé de faire des, comme on appelle souvent en langage bizarre là, des bakchiches. Contourner. Passer par des réseaux. Ça a un coût. Il a dit ce matin. Tout ceci. Donc là, l'interpellation, eux-mêmes, ils sont conscients des ceux qui décident. Et ce n'est pas pour rien. Quand ils ont à un certain moment, ayant maintenant reçu beaucoup de grains, ils disent nous allons passer de la CEDEAO des peuples, des États à la CEDEAO des peuples, en essayant de vous remettre le pouvoir. Soit-disant, vous avez le pouvoir sur le papier, mais il faut que vous arriviez. Le droit, ça s'acquiert, hein. Ça ne se donne pas. Ce n'est pas parce que je suis un révolutionnaire ou parce que je n'ai pas envie de vous faire révolter, mais il faut se battre pour ce droit. Si vous ne vous battez pas pour vos droits, vous ne l'aurez pas, hein. Vous, les peuples, je dirais bien. Les secteurs privés, tout le monde doit être interpellé à tout instant. On dirait, mais ça c'est là, ça c'est mon droit, mais pour contre, il faut que vous vous battez pour ça. Hein. Si vous ne vous battez pas pour vos droits, vous ne l'aurez pas. Les peuples doivent exiger ce droit par rapport à ces dirigeants, à tout instant. On prend de bons programmes maintenant, voilà, maintenant on vient, maintenant on a le pouvoir maintenant, mais hélas, tel n'est pas le cas, l'applicabilité des programmes, tout le mais c'est pas ça. Donc il faut que vous vous battez pour vos droits. Les secteurs privés interpellés, la société civile interpellée, il faut que la CEDEAO des peuples soit réellement la CEDEAO des peuples. Cette facilitation des échanges puisse se faire et que vous arrivez maintenant à vaquer à vos occupations, les appuis qui peuvent vous être faits maintenant que ces appuis soient faits. Donc là, pour finir maintenant avec mon programme par-ci, d'accélération du commerce informel, non seulement il y a maintenant des composantes qui traitent la fiabilité de l'information au niveau des transfrontaliers, il y a maintenant l'objectif final qui est le résultat maintenant 4 même, 3, c'est comment faire en sorte que l'informel puisse quitter de l'informel vers le formel. Et là, vous êtes à chaque fois en train de trouver des solutions. Le régime de commerce simplifié, l'approche qu'on appelle maintenant des finances,
l'interpellation à la mise en place des infrastructures nécessaires. Tous ces éléments en tant que tels maintenant font partie de sorte que vous ne diabolisiez pas ce qu'on appelle les taxes, vous font tout ce qui s'ensuit. Il y a des expériences par ailleurs. En Afrique de l'Est, j'en connais l'expérience, où par exemple, pour le régime de commerce simplifié, 2000 $ au maximum, avec ce qu'on appelle une liste de produits éligibles en la matière, et à ce niveau-ci, c'est tous ceux qui sont dans ces cadres produits éligibles et dans ces fourchettes de montants, ils sont dans le régime de commerce simplifié. Et donc, ils payent annuellement juste un petit truc, rien du tout. Il faudra cela, que nous arrivions à amener même des éléments comme ça dans nos réformes fiscales. Et c'est déjà perçu par la direction de la douane qui travaille là-dessus. Et en tant que tel aussi maintenant, comment faire en sorte qu'on a remarqué que dans ce commerce informel transfrontalier et même au niveau national, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas l'histoire de Maman Bels au Togo. Avez-vous entendu parler de Maman Bels? Oui. Ah. Chapeau, il faut les féliciter. Les dames ont travaillé dans ce pays-là par le passé. Hein? Les Maman Bels, moi je l'ai appris quand j'étais petit, comment ils sont venus en aide à l'économie togolaise. Donc je veux dire tout simplement par là que les femmes sont à l'honneur dans le commerce informel. Donc quel appui donner? Cela se fait maintenant à travers vraiment des fortes associations au niveau national que vous devrez créer. Au niveau transfrontalier que vous devrez créer. Femmes comme hommes. Et de plus en plus, on a compris. Nos universités ou nos écoles de formation, professionnelles en tant que ça soit, ont créé pas mal de cadres. Beaucoup ont été à l'école de diplôme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous devenus des chômeurs à défaut. Vous allez trouver quelqu'un qui a une maîtrise maintenant, mais qui est en train, je ne sais pas quoi, en train de prendre des bananes ou à la porte. Hein? Les diplômes en tant que tels, pour cette génération actuelle, c'est juste un parchemin qui ouvre l'esprit. Saisir l'opportunité et prendre quelle opportunité je peux réellement prendre maintenant pour faire ma vie. Mais il n'est pas dit maintenant que je suis parti faire telle étude spécialement, que je dois être employé fondamentalement dans tel domaine. D'où alors là maintenant on remarque sur notre marché national, il y a des gens diplômés qui sont ce qu'on appelle dans l'informel. Parce que l'État n'emploie plus. Ça, c'est révolu il y a très longtemps déjà. L'État n'emploie plus. Donc il faudra fondamentalement maintenant que, non seulement que la jeunesse se prépare fondamentalement à saisir les opportunités économiques, travailler dans les domaines où il y a des créneaux possibles pour valoriser les matières premières et tout ce qui s'ensuit, et que les règles de l'art maintenant doivent suivre maintenant avec les réglementations, que ce soit au niveau étatique, que ce soit régional maintenant, soient mises en application maintenant pour accompagner tout le monde et faire de notre économie une économie durable. Voilà, je vous remercie.